Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite là de la sieste de mon petit bonhomme pour faire cette vidéo-là. Alors il se trouve que mon premier roman va sortir d'ici quelques mois, en juin 2025, donc vous pourrez retrouver L'Oiseau de Feu dans toutes les bonnes librairies près de chez vous. Cela dit, maintenant que celui-ci est terminé, je me suis remise à travailler sur donc mon projet Versipellis et je suis un petit peu en pleine recherche de comment m'en sortir pour retravailler tel ou tel aspect du roman, revoir les intrigues, remettre des intrigues politiques, etc. Et notamment, vous savez que j'adore tout ce qui est logiciel pour écrire et m'aider en fait à écrire. Il y avait notamment Plotter, dont j'espère toujours faire une vidéo dès que je pourrai. Et il y a aussi Ion Timeline, dont vous pouvez également trouver une vidéo sur cette chaîne. Alors, elle est un petit peu vieille. En plus, elle parle de la version précédente de Ion Timeline qui, on va être d'accord là-dessus, était une vraie machine à gaz et des fois un peu compliquée à comprendre. Il se trouve que la dernière version d'Ion Timeline est vachement mieux faite et beaucoup plus compréhensible, etc. Et justement, c'est là-dessus que je me suis mise pour retravailler sur mon roman. Et je me suis dit, ça pourrait peut-être être bien de faire une petite vidéo de remise à niveau. Et qu'est-ce que ce logiciel peut vous apporter à vous en tant qu'auteur, autrice? En tout cas, je vous propose donc de vous faire un petit tour du propriétaire d'Ion Timeline et de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un projet from scratch en partant de ma fanfic Grimm, La Bestia, qui est disponible sur Wattpad et sur fanfiction.net, etc. et sur AO3. Bref, je pensais partir là-dessus. Alors évidemment, partir d'un truc déjà terminé, déjà écrit pour faire du rétropédalage et vous montrer comment faire, comment inscrire les choses dans Ion Timeline, c'est une chose. Évidemment, c'en est une autre quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire prévoir tout dans Ion Timeline et ensuite faire en fait le roman ou la fanfic ou peu importe, planifier ça dans Ion Timeline et ensuite écrire où vous voulez, un Scrivener ou autre chose. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous montrer un petit peu ce que ce logiciel est en vente. Ça peut être une option qui peut être intéressante pour vous. Voilà, maintenant on y va. Donc voilà ce que vous avez quand vous ouvrez le logiciel. Alors petit disclaimer, évidemment, ce logiciel est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de version en français, contrairement par exemple à Plotter ou à d'autres logiciels. Mais je trouve qu'il est assez facile à se retrouver, même en anglais. Et en plus, il y a des choses que vous pouvez changer en français, notamment les calendriers, les jours, les dates, etc. et les éléments que vous pouvez rentrer en français. Maintenant, il faut juste essayer de se retrouver globalement par rapport à comment sont les éléments. Mais comme je vous disais, ça c'est la dernière mouture de Ion Timeline. Je crois que c'est la version 3.4, quelque chose comme ça. Et elle est vachement mieux organisée, beaucoup plus permissive, elle permet beaucoup de choses, je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ça, c'est la page sur laquelle vous arrivez dès que vous arrivez sur le logiciel. Donc vous avez ici à gauche donc le bouton pour créer une nouvelle chronologie, donc une nouvelle timeline. Le bouton pour ouvrir un truc déjà existant, en sachant que par exemple si vous avez déjà eu Ion Timeline avant, vous pouvez ouvrir un ancien document timeline dans la nouvelle. Voilà, c'est compatible évidemment. Alors ce qui est bien avec cette dernière version aussi de Ion Timeline, c'est qu'ils ont fait des guides qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Avant, même moi, j'y mettais pas un doigt de pied parce que je trouvais ça hyper compliqué. Déjà, c'était en anglais et en plus, c'était compliqué à comprendre. Là, ils ont vraiment fait la refonte de leur site internet. Il y a des guides qui sont très, très bien faits. Et en plus, j'ai fait le test moi-même. Vous pouvez, en fait, utiliser la traduction de votre Chrome ou de votre Mozilla, etc. Traduire la page. Vous avez voilà, une traduction quand même d'assez bonne qualité. Donc, si vous n'êtes pas fluent en anglais, vous pouvez très bien passer par là. Donc, vous avez ici les Quick Start Guide. Et ici au milieu, vous avez donc les fichiers récents. Donc ça, ce sont tous les fichiers que j'ai ouverts ou que j'ai créés, que j'ai importés donc dans la dernière version d'Ion Timeline, ou là que je suis en train de travailler. Vous avez ici les démos. Donc il y a déjà intégré dans le logiciel dès que vous l'avez des exemples pour vous montrer en fait un peu faire avec Ion Timeline, en sachant que c'est un logiciel qui est très bien pour les auteuristes, pour les auteurs et les autrices, pour par exemple ceux qui font des thèses. Je pense que c'est très bien ceux qui ont besoin d'une timeline, d'une chronologie par exemple historique. C'est très bien pour aussi les gens qui sont dans tout ce qui est judiciaire, policier, etc. Pour si vous avez, je sais pas moi, si vous voulez refaire
l'histoire du petit Grégory, etc. Vous avez vraiment un élément, vous pouvez rentrer tous les éléments du dossier, dater, heure, date, etc. En fonction de toutes les personnes. Moi, évidemment, c'est la partie plutôt planification, donc pour l'écriture qui m'intéresse, évidemment. Vous avez ici donc les thèmes, vous avez un thème light et un thème dark, donc clair et foncé, voilà. Il y a plusieurs autres thèmes qui sont proposés, notamment celui-ci, le bleu, qui est un petit peu la version, historique de High End Timeline. Moi, j'aime bien ce bleu foncé. Je préfère personnellement les thèmes foncés par rapport aux thèmes clairs, notamment pour mes yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un fichier complètement vide. Je vais créer New Timeline. Et vous avez ici, donc, choose a template, c'est-à-dire choisissez un modèle. Comme je vous disais, Ion Timeline peut vous proposer des modèles donc différents en fonction de si vous voulez quelque chose de plutôt historique, plutôt orienté écriture, plutôt pour gestion de projet, ou carrément des cas, des legal cases, donc c'est-à-dire tout ce qui est policier et tout ce qui est des faits divers, ce genre de choses. Donc, où il y a aussi général. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Pour chacun des templates, des catégories de templates, vous avez des sous-templates pour essayer de trouver le modèle qui vous correspond le mieux. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est dans fiction. Et comme vous voyez, fiction, vous en avez plusieurs. Donc là, c'est un exemple que vous avez, donc, qui vous est proposé. Quand vous allez ouvrir ou créer votre fichier, vous pouvez garder ce template avec le contenu à l'intérieur, histoire que vous ayez des choses déjà sur lesquelles vous pouvez vous rattacher si vous voulez, d'exemples. Vous pouvez carrément ici, en décochant le truc Include Example Content, hop, vous avez un fichier vierge. Donc vous avez ici chronologie d'histoire, vous avez ici novel, donc pour faire un roman. Ça, je vais vous montrer ici je crois qu'il y en a 7, voilà, les 7 possibilités que vous propose Ion Timeline. Vous avez ici un côté world building, donc la fiction historique. Ici pour une biographie, donc ça c'est pour un screenplay, donc c'est pour un scénario. Là vous avez un modèle pour différents arcs narratifs. Ça, ce qui est cool, vous avez un modèle ici avec le Hero's Journey de Campbell. Vous avez ici la possibilité de faire une plot grid, donc ceux qui écrivent et qui sont peut-être familiers avec ce qu'avait notamment mis en lumière J.K. Rowling pour l'écriture de Harry Potter, donc la plot grid. Et ça, Day 1, Day 2, donc ça c'est par exemple pour tout ce qui est peut-être plutôt policier. En tout cas, ce qui se passe sur vraiment un court temps. En sachant que là, tout ce que je vous montre, vous pouvez très bien commencer avec une ébauche ici de roman, et vous pouvez très bien faire du world building dedans. Il n'y a pas de souci, c'est juste que ça va vous préparer des fichiers, ça va vous préparer, voilà, par exemple ici, si vous ouvrez le novel, vous avez ici dans narrative, en fait, déjà des dossiers narratifs. Ça, je vous expliquerai quand on ira un petit peu plus en détail dedans. Vous avez déjà un truc déjà prêt pour vous juste à remplir. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous allez dans World Building, vous avez ici dans narrative, vous avez rien, voilà. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est Story Timeline, le truc de base. On enlève, on décoche ça, et on fait utiliser ce modèle, use this template, et c'est parti mon kiki. Je sauve. Alors, première chose, je vais faire le tour du propriétaire. Après, je vous montrerai comment personnaliser les éléments. Donc ici, vous voyez, vous avez un menu ici avec plusieurs pictogrammes, voilà. Ça, c'est pour ajouter un item, la recherche, un filtre. Là, c'est les éléments que vous allez vraiment le plus utiliser, donc les événements, les personnages, donc les arcs narratifs et les lieux. Ça, tout ce que vous voyez écrit à côté, donc event, etc., vous allez pouvoir le modifier en français, vous inquiétez pas. Là, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez vous laisser guider donc par les guides de Story Timeline. Par exemple, si j'ouvre là, ça va ouvrir les guides sur le site d'Ion Timeline. Il est en train de charger. Pour vous montrer rapidement, ça ouvre en fait ici ce que vous pouvez accéder à n'importe quel moment. Vous allez donc sur le site iontimeline.com, ressources. Là, vous avez le Quick Start Guide dont je vous parlais au début, et vous avez les guides ici où vous avez plein de guides différents. Je peux vous montrer rapidement, voilà, comment utiliser donc chacun des éléments du logiciel. Et après, vous avez les modèles de fiction, donc story, le roman et le world building. Et là, vous avez des templates, donc des modèles pour tout ce qui est en fait vraiment
pour faire une chronologie d'histoire ancienne, et ça Warfare, c'est tout ce qui est armée, etc. Ça c'est peut-être plus pour peut-être ceux qui sont en histoire, ou ceux qui ont besoin d'une chronologie réel, quoi, pas pour un projet de roman. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire, et vous pouvez accéder à n'importe quel moment, pas forcément en ayant le logiciel ouvert. Ok, donc à partir de là, je vais vous montrer ici donc les événements, les personnages, les arcs narratifs et les lieux. Il y en a d'autres que vous pouvez rajouter en fonction de ce dont vous avez besoin. Là, c'est un truc que j'ai pas encore utilisé, donc les marqueurs de calendrier. Ça, c'est la synchronisation avec Scrivener ou Ulysses. Donc Scrivener, le logiciel d'écriture Scrivener. Ulysses, je l'ai jamais encore utilisé. Je crois que c'est aussi un truc pour Mac, en tout cas. Et ça, j'imagine que c'est LED, tout simplement. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la barre horizontale ici, donc la timeline, tout simplement. Donc c'est l'onglet qui vous propose la chronologie. Ici, le spreadsheet, en fait, c'est une feuille de calcul, donc un peu comme un Excel. Donc ceux et celles qui sont peut-être habitués, en fait, à gérer la planification, en tout cas le déroulé de leurs événements, de leurs romans ou de leurs nouvelles, ou peu importe. Donc utiliser Excel, par exemple, bah ça peut, voilà, vous pouvez vous y retrouver. Ici, vous avez Relationships qui est du coup vide, évidemment, puisqu'il faut remplir tout ce qui est donc événements, personnages, story arc, etc. La vue Subway qui va être intéressant une fois que vous aurez justement rempli tous vos éléments. Pour l'instant, je pourrais vous montrer un exemple avec notamment, par exemple, le meurtre de l'Orient Express. On va pour le crime de l'Orient Express, par exemple, donc le relationship, donc c'est les relations. Vous avez par exemple ici, donc les colonnes, vous pouvez les gérer ici. Par exemple, ici j'ai décidé qu'il y avait tous les personnages du roman ici, et en fait là, donc à gauche, vous avez donc dans la colonne, je pense que c'est chacun des chapitres. Et vous avez ici les participants qui sont présents dans chacune des scènes. Voilà. Par exemple, Hercule Poirot que vous voyez ici, et ben il est présent où W c'est witness, donc c'est observateur, ou P participant dans quasiment chacune des scènes. Ouais, c'est un exemple. Alors le Subway, alors c'est une façon de voir les choses. En tout cas, voici la vue donc métro, la vue Subway, qui pour ma part, pour l'instant, n'est pas très utile, pour être honnête. Mais peut-être que ça peut vous permettre de voir certaines choses, par exemple, à quel moment certains personnages se regroupent dans un même espace-temps, par exemple, ou dans une même scène. Voilà, ça peut être utile. Là, notamment, par exemple, vous pouvez voir qu'à la fin, il y a tous les personnages qui sont ensemble et qui donc déterminent la fin du roman. Ensuite, ici, vous avez l'onglet narrative. Alors là, ce qui est justement intéressant, c'est qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps. Donc le narratif, c'est une espèce de Kanban qui vous permet de voir dans des colonnes donc qui vont se succéder. Vous pouvez voir le layout, vous pouvez le mettre de manière horizontale ou le mettre de manière verticale. Le plan, donc chapitre par chapitre, scène par scène, tout simplement votre roman. Vous pouvez l'organiser de façon différente. Roman, acte, chapitre, scène, où là par exemple vous pouvez voir il y a donc partie 1 les faits, ensuite vous avez comme sous-catégorie les chapitres et comme sous-catégorie les scènes. J'imagine que vous avez, hop, là ce sont les faits, ça ce sont les évidences, donc les preuves, hop, et vous avez ensuite ce que Hercule Poirot pense. Ça dépend comment vous voulez en fait organiser les choses. Ici l'outline, c'est exactement la même la même vue en fait que narrative, mais vue dans une vue un peu spreadsheet, donc un vue fichier Excel. C'est exactement les mêmes choses. Quand vous voyez the facts avec tous les dossiers qui sont ici, c'est exactement ce que vous avez ici là, the facts, et ensuite les différents éléments. Et ici vous avez donc les mind maps. Ça c'est aussi vachement chouette qu'ils aient rajouté ça, donc des cartes mentales. Vous pouvez donc créer, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ici, vous avez par exemple les connexions interpersonnelles entre tous les personnages. Vous pouvez savoir qui est l'épouse de qui est le grand-parent de qui, etc. Et voilà, le crime central qui est le meurtre de Daisy Armstrong. Et vous pouvez donc dans ce cas-là un petit peu mieux comprendre quelle est la relation des uns avec les autres. Voilà, ça c'est pour l'exemple de l'Orient Express. Du coup, là, revenons à notre fichier vierge. Donc, je vous avais dit, il y avait des choses qu'on allait pouvoir changer. Alors, donc, première chose à voir, ce sont les options. Alors, il y a plusieurs endroits. Ici, vous avez donc accès à l'apparence. Comme je vous disais, c'est dans
ici Tools options. Donc l'apparence, c'est-à-dire, comme je vous disais, il y avait plusieurs thèmes de votre logiciel. Par exemple, voilà, ça c'est la version claire, la version foncée, normale, donc plutôt gris foncé. Moi j'aime bien le Aeon Blue parce que voilà, ça reste foncé mais c'est meilleur pour mes yeux. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici et là donc ce sont les séparateurs pour les milliers. Donc ça dépend si vous voulez un petit point ou une virgule. Donc virgule c'est comma et le point c'est période. Ici vous avez accès au custom template. Ça c'est si vous voulez donc importer des templates customisés, donc personnalisés que vous avez vous-même créés. Ça peut être intéressant par exemple notamment de faire un template francisé, ce que je peux vous montrer juste après. En fait là vous ouvrez rien du tout, vous changez par exemple le calendrier que je vais vous montrer tout à l'heure comme ça en français. Pareil pour les éléments, par exemple le event, personnage, etc. Vous mettez tout en français. Ensuite, vous le sauvez en template et comme ça, quand vous ouvrirez un nouveau fichier dans Ion Timeline, vous pouvez aller chercher ce template-là. Comme ça, vous n'avez pas à vous taper à chaque fois de retraduire tout. Et ici, vous avez donc la synchronisation, donc automatiquement donc fermer et ouvrir le logiciel Scrivener. Il y a quelques changements à faire, mais pas des masses. Là où vous avez beaucoup plus de choses à faire, c'est ici la petite roue crantée. Donc ce sont les settings. Ici, vous avez donc par rapport aux dates, donc par rapport ici à tout ce qui est narrative, les couleurs, ça c'est aussi très important. Les types d'items, c'est ce que vous voyez ici. Donc vous pouvez déjà avoir cela et vous pouvez en rajouter d'autres. Les relations, pareil, ça c'est quelque chose que vous pourrez changer, donc franciser. Et les propriétés, vous voyez, il n'y a rien pour l'instant, mais c'est quelque chose que vous pouvez encore changer. Donc les dates. Ce qui est intéressant, donc vous pouvez visualiser votre fichier de manière complètement différente en fonction si vous voulez faire un truc de world building qui est par exemple sur plusieurs siècles par exemple, ou si vous avez quelque chose, je sais pas moi, un roman policier qui se passe sur 3 jours, vous voulez des choses très précises, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer et préciser à cet endroit-là. Donc vous pouvez mettre des dates de calendrier, vous pouvez mettre par exemple le week count, c'est peut-être plus pour la planification, la gestion de projet. Je sais que dans les entreprises, ils sont peut-être plus au niveau à compter, genre par exemple la semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ça apparaît, donc ça c'est pour par exemple des trucs très resserrés qui sont sur plusieurs jours. Bah, vous savez qu'au 2e jour il s'est passé ça, au 3e jour il s'est passé ça par rapport à un événement donné. Et le timestamp, bon, voilà, ça c'est peut-être pour tout ce qui est policier ou tout ce qui est affaires légales. Peut-être si vous avez besoin d'événements qui sont à une date et surtout une heure précise. Vous pouvez ici voir la précision de votre calendrier, que ce soit à la seconde près, à la minute près, à l'heure, au jour, au mois ou à l'année. Donc vous pouvez vraiment être plus ou moins précis à ce niveau-là. Ici pour donc convertir en les années donc en 2 chiffres, voilà. Par exemple 2020 ce serait 20 ou 2021 ou 21, etc. Là, par exemple, ils expliquent que les dates, donc au lieu que ce soit écrit en normal, ce sera juste donc le jour de la date, le mois et les années. Ça, vous pouvez aussi changer les formats. Hop, on peut faire ça après. Ici, vous pouvez du coup choisir la façon dont vous voulez voir écrit les dates, donc ou tout écrit, donc tout le mois écrit, ou alors abrégé, ou alors carrément en mode chiffre. Et ici vous avez en mode 12 heures, donc genre un peu à l'anglaise, à l'américaine, ou en 24 heures plutôt peut-être à l'européenne. Donc moi je suis plutôt en mode 24 heures. Ensuite ici on a tout ce qui est narratif. Donc c'est ce qui se verra ici dans l'onglet narratif ici. Donc c'est là où vous allez déterminer les sections que vous voulez voir apparaître dans votre section narrative. Donc book par exemple ça va être le roman. Si vous avez par exemple, si vous êtes en train de planifier comme moi une saga avec plusieurs romans, ça peut être intéressant de voir quels événements va être organisé dans quel roman. Donc ça, si vous avez un roman avec plusieurs parties, par exemple, on va plutôt mettre partie plutôt que acte. Si vous en avez un, si vous en avez pas, vous l'enlevez. Là, tout ce qui est chapitre. Et ce que je vous conseillerais, c'est de remonter scène pour que ce soit en fait vraiment là, ce que vous voyez, les sections, c'est dans l'ordre logique des choses. C'est-à-dire que donc le plus gros élément, c'est le roman. Ensuite, vous avez la partie dans le roman. Ensuite, vous avez le chapitre dans la partie. Ensuite, vous avez la scène dans le chapitre. Et ensuite, vous avez la sous-scène, si vous en avez, hein, comme encore une fois, si il n'y a pas forcément besoin comme ça d'avoir une sous-scène. Par exemple, moi, je vais peut-être moi, je vais le garder parce que dans la Bestia, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une fanfic autour de Grimm, et j'avais en fait une organisation spécifique
spécifique donc pour tous les chapitres, c'est-à-dire que vous avez une partie donc de scène qui se passe donc dans l'univers de Grimm, et vous avez une partie qui se passe à l'époque de la Bête du Gévaudan, puisque donc c'est en fait si Grimm rencontrait la Bête du Gévaudan. Bref, donc vous avez dans chacun des chapitres une partie qui se passe en 2014 et une autre partie qui se passe en 1765, je crois. Un prologue et un épilogue, et ça, ce sont les idées. Ok. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déterminer lesquels sont des folders, donc des dossiers, et lesquels sont d'autres types, c'est-à-dire des éléments à l'intérieur des dossiers. Ce que je vous dirais, le plus important, c'est peut-être de mettre, donc encore une fois, si vous avez plusieurs romans, possibilité de mettre roman en folder, partie aussi, chapitre évidemment, et ensuite voilà, scène. La sous-scène, le prologue, l'épilogue et les idées, ce sont donc des autres types. Voilà, ça c'est comment vous voulez en fait numéroter votre système. Si vous voulez numéroter par rapport donc au roman, au bouquin, donc par exemple ça va s'appeler la scène 7 ou la scène 8, etc. Ou carrément par rapport à l'outline, c'est-à-dire que la scène 1, c'est-à-dire que ça va être la scène du chapitre 1 à l'intérieur du roman 1, etc. À voir quelle est votre préférence. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on passe à la couleur. Vous voyez ici des couleurs qui sont déjà présélectionnées. Vous pouvez en rajouter ici avec Add. Donc vous voyez, j'ai rajouté une autre couleur ici. Je peux déterminer, je sais pas moi, du rouge ou du noir, parce que hop, on va mettre du black. On va mettre du pink par exemple. Hop, voilà. Et du blanc, tiens, pourquoi pas. Hop, voilà. Ici, comme vous voyez, on peut les remettre comme on veut. Par exemple, voilà. Imaginons, voilà. Ça va être important après quand on va rentrer dans les spreadsheets et si on veut mettre en lumière certains éléments par rapport à d'autres. Ici, donc les types d'items. Comme vous voyez, on a donc les événements, les personnages, les groupes de personnages. Ça va être intéressant. Vous avez les arcs narratifs, les locations, donc ce sont les lieux. Ici, les dossiers narratifs. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez les renommer. Donc on va les renommer événements, au pluriel événements. Là, vous pouvez déterminer ici l'icône. Vous avez tout un tas d'icônes si vous voulez. Moi, j'aime bien le mettre en blanc, ce sera très bien. Donc on peut ajouter les dates, on peut donc enable, c'est donc en fait lui permettre de mettre des événements ou ne pas en mettre des événements. Vous pouvez donc les voir dans la version chronologie, la version timeline. Donc vous pouvez le mettre dans l'ordre chronologique. Vous pouvez aussi le mettre dans l'ordre narratif ici et les faire apparaître ici dans la barre de côté. Display, donc là c'est la façon dont ils vont être montrés, ou de façon chronologique ou de façon manuelle, où vous pouvez les classer donc par tag, donc par étiquette, par couleur ou par date. Parce que quand vous allez les rentrer, donc là, l'image va être en blanc de base par défaut, mais vous pouvez ensuite les changer un par un. Le label, donc en fait c'est étiquette, vous pouvez mettre étiquette, vous pouvez laisser le label, ça c'est vous qui voyez. Chaque événement va être donc identifié par un préfixe, donc si c'est un événement c'est EV, si c'est personnage donc ça va être un P par exemple, ça va être en général les premières lettres ici de votre nom. Alors je laisse label parce que c'est assez, ça s'explique tout seul. Par exemple start display et end display, par exemple on va mettre début et on va mettre fin, comme ça, début de l'événement, fin de l'événement, et donc anniversaire, voilà. On va essayer donc de franciser le maximum les personnages. Là ici c'est pareil, donc on va personnage avec un S. On va mettre une petite icône. Oh, il va être bleu. Alors les personnages, est-ce qu'on veut qu'ils apparaissent dans la timeline? Pas forcément, c'est plus les événements qu'on veut donc qui apparaissent dans la timeline. On pourra les lier en fait à chaque événement pour savoir qui était présent dans chacun des événements. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas forcément besoin qu'ils apparaissent en tant que tels dans la timeline. Donc en ordre chronologique, on s'en fiche. Dans l'ordre narratif, on s'en fiche aussi. Donc ils vont apparaître ici sur la barre de côté là. Donc vous pouvez voir les relations entre les personnages. Vous pouvez voir par exemple en compact display, donc ça c'est en fait la visualisation des personnages en mode compact, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas leur nom écrit en entier, vous pouvez avoir donc les initiales. Donc ce seront ici P comme personnage, et là pareil, début, fin, etc. L'anniversaire, ok. Ah non, ça c'est EV, je suis pas du tout sur le bon truc, voilà, P, voilà.
Ça s'est automatiquement changé, donc organisé en mode manuel. Vous pourrez du coup les mettre dans l'ordre que vous voulez en fonction, je sais pas, les personnages principaux en haut et puis les autres personnages après. Ça c'est important, c'est intéressant quand vous avez beaucoup de personnages. Donc les avatars, les initiales, et vous pourrez déterminer sa date de naissance et sa date éventuelle de mort, de décès, comme vous voulez écrire, voilà, décès, et là c'est l'anniversaire. Alors, ce qui est intéressant dans Ion Timeline, c'est que du coup, vous pourrez, une fois que vous aurez rentré la date de naissance de tel ou tel personnage, vous saurez en fait donc dans tel événement où il y a tel personnage, quel âge il avait en fait à cet endroit-là. Et vous pourrez évidemment le lier à un lieu, donc comme ça vous saurez que tel personnage était dans tel lieu et donc il ne pouvait pas être, je sais pas moi, 500 km de là. Ça c'est vraiment un des gros avantages de Ion Timeline, ou en tout cas vous pourrez plus facilement voir ce genre de problème. Ici, les groupes de personnages. Alors ça peut être intéressant, notamment justement, par exemple, dans la bestia qu'on va avoir, puisqu'on a des humains, on a des Wesen, on a des méchants, des gentils, etc. Donc voilà, c'est bien de pouvoir, je sais pas si vous avez un roman où il y a, je sais pas moi, des elfes, des nains, ou je dis ça au hasard, ou de whatever, quoi. Vous pouvez donc du coup grouper et organiser vos personnages, donc comme ça. Groupe de personnages, voilà. Alors, lui, par contre, par exemple, on va le mettre plutôt en, je sais pas moi, en yellow, voilà. Comme ça, on le voit bien. Par contre, les groupes de personnages, en fait, ils sont intéressants juste uniquement dans, ici, là, dans les items, là. Ils vont pas être donc visibles tels quels dans la timeline, donc pas dans le narratif, etc. Comme ce sont des groupes de personnages, voilà, on va lui autoriser uniquement donc d'apparaître donc dans les groupes de personnages. Le reste on s'en fout. Ça, donc arc narratif, vous pouvez à chaque fois changer les icônes, vous pouvez changer les couleurs. Là, ce que je vous conseille, c'est voilà, de pas forcément changer, en tout cas pour ceux qui sont marqués là, que ce dont vous avez besoin. Et donc location, donc ce sont les lieux. J'ai envie de le mettre en vert. Les lieux, ils vont être ici visibles dans la sidebar. Donc ça, c'est pareil, les lieux, les personnages, etc. Et les groupes de personnages, ils sont visibles uniquement en fait comme propriété à l'intérieur des événements. Ils sont pas disponibles en tant que tels dans une chronologie qui serait un petit peu bizarre. À partir de là, ça va. Et ici, narrative folder, donc on va l'appeler dossier narratif. Là, si vous vous souvenez, donc c'est dans la partie ici narrative, c'est tout simplement créer un dossier narratif qui va être ou un roman, ou une partie, ou un chapitre dans lequel vous allez mettre des scènes. C'est tout simplement ça. Ou alors, vous pouvez l'utiliser différemment. Par exemple, je vous conseille quand même, si vous utilisez Ion Timeline, d'aller voir comment sont organisés chacun des exemples qui sont à l'intérieur. Donc, il y a les Hauts de Hurlevent et il y a aussi, il y en a 3, je crois. Il y a donc le meurtre de l'Orient Express et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom. Mais voir un peu justement comment eux, ils ont organisé les choses. Alors, évidemment, ce sera en anglais. Une fois que vous avez compris où sont les choses et comment sont les choses, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre en avant. Si vous voulez revoir vite fait, voilà, si vous voulez voir ici donc dans le narratif, la partie, alors ça fait longtemps que j'ai pas lu le meurtre de l'Orient Express, mais en tout cas voilà, le chapitre 1, vous voyez par exemple la partie, ce sont les faits. Ensuite vous avez les donc evidence, donc ça ce sont les preuves qui sont donc pour chacun des éléments. Et vous avez ici les réflexions d'Hercule Poirot et comment est-ce qu'il gère son donc vous voyez, c'est peut-être pas forcément la façon dont en fait le roman est organisé en tant que chapitre. Ok, donc maintenant qu'on a fait les types d'items, on a les relations. Donc vous avez où participants, donc c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont participé aux scènes. Vous avez observer, vous pouvez mettre observateur, et qui du coup a observé. C'est le truc qu'il faut un petit peu changer au début. Donc, observer les événements, mettre dans le dossier narratif, à participer. Là c'est pareil. Participer. Vous pouvez voir pour la couleur ou pour les icônes. Arc narratif. Bon, ça, à la limite, je sais pas si c'est très nécessaire, mais bon, c'est pour vous montrer à quel point on peut franciser les termes. Donc là, c'est en relation avec. Au niveau des propriétés, ici, c'est là où vous voulez mettre en fait ce que vous voulez au niveau des propriétés.
ça peut être, je sais pas moi, la motivation du personnage, ça peut être vraiment ce que vous voulez, quoi. Et là, vous pouvez du coup les appliquer ou au personnage ou au groupe de personnages. Je sais pas si vous voulez mettre, par exemple, si vous avez des personnages qui meurent d'un tome à un autre, comme c'est mon cas, bah, vous pouvez mettre, voilà, mort, oui ou non. Vous pouvez voir le format, mettre une seule ligne, plusieurs lignes, une liste d'options, oui ou non. Donc là, ça peut être le cas, est-ce qu'il est mort, oui ou non. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez à ce niveau-ci. Maintenant, ça c'est fait, on met OK. Donc la dernière chose qu'il faut faire, donc si vous voulez, c'est éditer le calendrier. Là, l'intérêt, comme vous voyez, donc c'est ici, là, dans les settings, vous avez ici Edit Calendar, donc éditer le calendrier. Ça, c'est bien, donc si vous avez un calendrier normal comme le nôtre, de le mettre en français, ça c'est possible, mais l'intérêt c'est si vous avez un calendrier, par exemple vous êtes dans un roman de science-fiction ou de fantasy et vous avez, je sais pas moi, des semaines de 4 jours avec qui font toutes 36 heures, enfin ou 12 heures, je sais pas, vous avez plusieurs ères, ici donc on a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, mais vous pouvez avoir, je sais pas moi, l'ère rouge, puis ensuite l'ère bleue, et puis enfin bref, je sais pas si vous faites un truc sur les Mayas par exemple, vous avez le premier âge, deuxième âge, quatrième âge, enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Ion Timeline. Et donc là, pour éditer le calendrier, vous pouvez donc décider combien il y a d'heures dans le jour, quel est le premier jour de la semaine. Je sais que chez les Américains, c'est souvent le dimanche. On peut mettre donc n'importe quel jour, donc là on va mettre Monday, et là comme vous voyez on a donc tous les jours de la semaine avec le jour de la semaine en particulier et sa version abrégée. La version abrégée c'est celle que vous voyez ici, donc là Sunday, ça veut dire que c'est donc dimanche. Donc là c'est le truc qu'il va falloir changer pour chacun des jours. Voilà, une fois que les jours de la semaine c'est bon, on fait les mois évidemment, et ensuite les ères, ça c'est vous qui voyez, donc il y a BC et AD, donc BC c'est Before Christ et AD je crois que c'est After Death. Mais vous pouvez du coup le rechanger en avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ou comme je vous disais, si vous avez un calendrier où le l'an 1 ou l'an 0, si vous voulez, ça correspond à un truc en particulier, vous pouvez changer tout ça. Maintenant, on change ça, comme vous voyez, donc chacun des mois, donc là on en a 12 évidemment, puisque ça suit notre calendrier à nous, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, et vous pouvez, comme vous voyez, en fait changer chacun des jours de chaque mois. Le mois de janvier a 31 jours, le mois de février en a 28, mais vous pouvez aussi mettre le nombre de jours en année bissextile. Donc vous pouvez vraiment faire des mois vraiment adaptés à votre histoire, ou donc avec des nombres de jours fluctuants, ou alors avec des nombres de jours, voilà, genre 25 jours tous les mois, etc. Enfin bref. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Je change les noms et on continue. Alors un conseil aussi, à vous de voir si vous mettez les accents ou pas, puisque ça c'est un truc qui va être très utile quand on va mettre les dates dans les événements. Par exemple, si là vous décidez de mettre février F, E accent aigu V, ça veut dire qu'il faudra toujours mettre FE accent aigu V quand vous rentrez les dates à la main. Vous pouvez aussi, vous verrez les rentrer en cliquant sur la date en question, mais si vous mettez FEV, il ne trouvera pas en fait le mois en question. C'est vraiment si vous rentrez FE accent aigu V, il faudra toujours mettre l'accent aigu. Voilà, et pour l'air, je vais mettre avant Jésus-Christ. Voilà, à partir de là, c'est OK, votre calendrier est fait et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Dernière chose que je devais vous montrer, c'est en fait la timeline, tous les trucs là qui sont en bas, que vous voyez. Ici, ça va servir justement à voir comment est-ce que vos éléments s'affichent ici dans la barre de la timeline. Ici, vous avez donc le layout, si vous voulez des choses compactes, si vous voulez des choses qui vont donc se mettre en cascade ou vraiment étendues. Ce qui est intéressant là, c'est l'item display, c'est en fait quand vous allez rentrer, je sais pas, on va rajouter un nouvel événement, événement 1. Là, donc on va rajouter un événement 2 et un événement 3. On appuie sur le petit truc pour ou double-cliquer pour l'éditer, voilà. Et ici, vous, en fait, l'ajoutez dans la timeline et c'est vous qui décidez de la rajouter. Par exemple, voilà, l'événement 1, événement 2 est là, et événement 3, voilà. À partir de là, du coup, vous avez ici Item Display, c'est-à-dire que tout ce qui s'affiche ici va ressembler à ça. Vous voulez donc afficher tout ce qui est ici. À vous de voir ce que vous voulez afficher. Donc par rapport à vos événements là, ça affiche la date, ça peut afficher la durée si vous le cochez. Au niveau de la narration, ça veut dire voilà, ça affiche en fait sa position dans la narration, c'est-à-dire ici, si par exemple je décide ici d'ajouter un dossier narratif, par exemple un chapitre,
par défaut, le chapitre va prendre en fait ici de manière automatique de base. En fait, il prend donc le plus haut niveau, donc ça veut dire roman. Si je veux que ce soit un chapitre, je rajoute mon item là ici. Vous voyez, mon événement 1 va s'ajouter ici scène 1. Si je retourne sur ma timeline, ici vous avez ici scène 1. Donc si par contre je ne veux pas que ça s'affiche, je le décoche. Si je veux pas que s'affiche le personnage ou les groupes de personnages ou à quel arc narratif c'est rattaché ou le lieu, je peux tout décocher ou tout cocher ou tout décocher. Pareil pour les propriétés, les rattachements, vous pouvez rajouter des images si ça vous chante. Et vous pouvez du coup mettre ou non la dépendance entre les items. En sachant que là j'ai mis d'un événement, on va créer un personnage. Voilà. On va appeler, je sais pas moi, Anne. Là. Et Pedro. Pour chacun des éléments que vous voyez, je clique sur Anne et vous avez ici tout à droite les infos de ce personnage-là. Donc vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer... Donc si c'est un parent par rapport à un personnage là, vous pouvez choisir de rajouter ici les groupes de personnages par exemple. Donc ici, par exemple, si je veux qu'il y ait un groupe de personnages, par exemple les humains et les VSN, et ben ici, vous avez les personnages. Donc Anne, par exemple, fait partie des humains et Pedro, il fait partie des VSN. Hop. Et donc, ça les range automatiquement dans les bons groupes de personnages. Voilà. Là, vous pouvez du coup déterminer Pedro quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort. Vous avez la petite icône ici pour faire apparaître le calendrier. Pareil pour les événements. Là, comme les événements que j'ai créés, je les ai glissés sur la timeline. Là, vous voyez que ça s'est mis, voilà, on est en 1900, etc. Mais si vous voulez changer ça, vous pouvez tout à fait le changer. Ici, donc chacun des éléments a une date. Vous pouvez, cette date-là, en fait, voir si vous voulez que ce soit juste par rapport à une année, le mois et l'année, ou alors une date précise. Vous pouvez même aller jusqu'à ajouter l'heure. Là, je vais enlever l'heure parce qu'il n'y a peut-être pas besoin que ce soit précis à ce point-là. On peut taper la date en 2014, par exemple. Bam, on arrive en 2014. On rajoute les mois et les années, par exemple en mai 2014. Ou là, carrément, la date, 13 mai 2014. Et là, ça aura directement changé la date de l'événement. Là, l'intérêt, par exemple, si un événement 1, vous pouvez rajouter des participants. Donc là, c'est là l'intérêt d'avoir tous les personnages. Vous pouvez les rajouter avant, ici, en les rajoutant dans la barre ici à gauche, ou vous pouvez carrément les créer directement, en fait, dans l'événement, il va se rajouter directement dans les personnages. Pareil pour les lieux, etc. Ça dépend vraiment de vous. Au niveau des arcs narratifs, ça aussi c'est intéressant. L'arc narratif, c'est ici, et c'est vous qui décidez donc de ce que vous voulez suivre au niveau donc des arcs narratifs de votre histoire ou de vos personnages. Ça peut être l'arc narratif de développement de personnages, ça peut être une romance, ça peut être l'action, voilà, ça peut être le plan du grand méchant, etc. Vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, on a tout ce qui est visible sur la timeline en fonction de chacun des items. Donc là, en l'occurrence, dans la timeline, ce sont des événements, donc ça va être ce qui va être visible par rapport aux événements. Si par exemple je suis dans narratif, ici, ça va être légèrement différent. Vous voyez, ça va être des choses à cocher ou à décocher en fonction de chacun des onglets qui sont là-haut. Donc là, par exemple, si je veux afficher plutôt, ne pas afficher les propriétés ni les pièces attachées, je veux afficher les dates, ok, je veux afficher position dans la narration et je veux afficher les relations. Alors par exemple, je vais enlever tout ce qui est dossier narratif parce que ça on s'en fout. Enfin bref, vous voyez vraiment ce que vous voulez uniquement afficher, donc l'événement, le personnage et peut-être l'arc narratif, peut-être même pas le lieu. Enfin bref, voilà, c'est vous qui voyez comment vous affichez ça. Je reviens dans la timeline ici parce qu'on a un petit peu plus, voilà. Là, on peut du coup afficher uniquement les événements, on peut afficher les personnages, on peut hop les glisser, voilà. Donc Anne, elle est apparue en 2014. Si je la glisse ici dans la timeline, ça, en fait, ça détermine sa date de naissance. Voilà, ça vous donne une idée. C'était très différent dans la première version de Ion Timeline parce qu'il fallait ajouter un événement qui donc marquait la naissance du personnage. Et ici, dans la naissance du personnage, il fallait le lier à un événement. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Il y a juste à mettre la date dont on a besoin et pas le relier à un événement qui finalement ne sert qu'à ça. Bref.
Donc ça, on peut faire apparaître les personnages et ou les événements. On peut grouper ou pas, donc par couleur, par événement, par événement, par personnage, etc. Et au niveau du layout, comme je vous disais, on peut ou mettre des choses en compact. Là, comme vous voyez, je suis en train d'élargir le span des dates, comme vous voyez en haut. Voilà, on a tous les événements ici, de 1900 ici à 2000, donc on a tous les événements que j'ai créés, donc sur ici, sur un siècle. Vous pouvez rétrécir le span ou l'augmenter. Il me semble que, voilà, si on appuie sur CTRL et la molette de votre souris, vous pouvez ou augmenter ou rétrécir. Et pareil, ici, là, si vous tirez sur les barres sur les côtés, ça c'est pareil. Ce qui est intéressant ici, au niveau, c'est juste en dessous de ma... Donc ici, vous allez voir, donc ici, les dates. Alors la date, là de base, sur une timeline, une chronologie qu'on crée, ça va de l'infini jusqu'à l'infini. Si on resserre sur, par exemple, 1764 et 2014, il vous dit, ah, il y a un item qui est en dehors du range. Oui, parce qu'il y en a un qui est plus tard. On peut mettre peut-être 2015, comme ça on est sûr que ça rentre dedans. Voilà, comme ça on est sûr que ça rentre dedans. On sait que par exemple ici, là si je vais jusqu'au bout, là vous avez en l'occurrence, voilà, tous les personnages, tous les événements, pardon, qui sont enregistrés ici. Donc en fait, quand vous mettez ici les dates 1764-2015, c'est les dates qui apparaîtront, évidemment. Bouge ma souris. Mon truc, vous avez ici, ça commence en 1764 et là ça va jusqu'à 2015. Donc vous avez en fait réduit le range quoi. On peut montrer la date d'aujourd'hui, mais comme on est en 2025, ça se verra pas. Timescale, ici donc vous pouvez aussi déterminer qu'est-ce que vous pouvez voir donc dans les zooms. Ça va des décennies, des décennies au jour. Donc vous pouvez descendre carrément jusqu'à la minute. Et carrément, voilà, vous pouvez aller jusqu'au million d'années. C'est assez large, hein, du million d'années jusqu'à la minute. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre histoire. Si vous faites du world building à la Tolkien ou par exemple, je sais pas moi, vous êtes en train de faire un truc de jeu de rôle, ça pourrait carrément être le cas. Ou je sais pas, vous faites une campagne de jeu de rôle, vous avez besoin de faire un world building très 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 large. Eh ben vous pouvez du coup décider de voir sur plusieurs siècles et d'aller au plus précis jusqu'au jour par exemple. Ici vous avez le petit item. Donc c'est pour voir le scale, donc l'échelle que vous voulez voir donc apparaître ici. Et ici vous pouvez donc augmenter ou réduire la grosseur donc de votre timeline. Donc ça c'est vraiment le truc de base pour faire une chronologie et ensuite commencer à voir ce qu'on peut mettre dans le côté narration. Encore une fois, je vous invite à aller voir les guides sur le site d'Ion Timeline, où si vous lisez pas l'anglais, vous utilisez le truc de traduction de Google ou carrément de votre navigateur internet. Il le fait très bien. En général, il est plutôt bien fait. Et vous pouvez donc commencer tout de suite à remplir votre truc. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est de remplir, pour vous donner un exemple, en fait, la Bestia. Donc c'est, comme je vous disais, une fanfic que j'ai écrite en 2018 sur la série Grimm, où je faisais un mélange entre donc la série Grimm et la Bête du Gévaudan. C'est une fanfic qui est vraiment conçue comme un épisode de la série. Il y a que 10 chapitres, un prologue et un épilogue, et basta. Donc je vais remplir ça tout de suite et je vous montre ce que ça donne. Hello tout le monde, on se retrouve après quelques jours. Il m'a fallu quelques jours pour remplir le fichier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma fanfic de A à Z et j'ai rentré chacune des scènes, chacun des événements donc dans Ion Timeline, et donc voici ce que ça donne. Vous avez, comme je vous disais ici, la timeline, donc la chronologie où tous les événements sont rentrés avec chacun des personnages donc qui sont impliqués dans chacune des scènes. Avec évidemment le stamp, c'est-à-dire la date et l'heure à laquelle c'est censé se passer. Et donc tout est rentré en sachant que là, ce qui se passe ici, en 2014, c'est sur en fait quelques jours, quasiment, c'est sur 15 jours maxi. Et tout ce qui se passe en 1760 et des brouettes, je vais essayer de vous montrer. Et c'est aussi noté à l'intérieur. Voilà, ils sont là. Tout est noté ici, donc parce que comme je vous avais dit, il y a une partie qui se passe dans l'univers et dans la série Grimm, et il y a toute une partie qui se passe en France en 1700, entre 64 et 67, donc pendant l'épisode de la Bête du Gévaudan. Donc là, j'ai tout rentré.
Donc là, je vais me reconcentrer sur 2014. Voilà, comme vous voyez, la chronologie en bas se met à jour. On va essayer de se recentrer sur des événements. Alors, évidemment, vous pouvez ici jouer sur sur le scale, sur les proportions, on va dire. Ça, c'est les dates donc de 2014-2015. Évidemment, il y a des items qui sont en dehors du range parce qu'il y a des items qui se passent en 1764-67. Forcément. Là, ce qui nous intéresse, c'est là. Je peux vous montrer ensuite le spreadsheet. Donc ça, c'est tous les événements que j'ai rentrés, comme vous voyez, avec les participants, donc les personnages qui sont impactés dans chacune des scènes. Là, j'ai mis en fait un code couleur pour chacune aussi des scènes, en sachant que j'ai mis bleu pour tout ce qui se passait dans Gévaudan ici. Ce que j'ai mis en vert, c'est ce qui se passe du côté des victimes. En rouge, ce qui se passe du côté du serial killer que je suis. Je sais plus, un moment. Voilà, quand on est en fait dans son point of view, dans son point de vue. Enfin, là, après, c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser les couleurs pour justement différencier certaines choses. Vous pouvez les utiliser pour justement différencier par exemple tout ce qui est action, romance ou quoi, ou vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est en fait le point de vue, par exemple le point de vue de narration de chacun des chapitres ou chacune des scènes. Donc vous avez les participants, vous avez un côté observateur ici, donc c'est les personnages dont on parle ou qui sont présents, qui voient la scène mais qui ne participent pas directement. Vous avez les lieux ici. Et à quel arc narratif chacune des scènes se raccorde. En sachant qu'ici, si vous tout en haut, si vous cliquez droit, vous pouvez choisir des colonnes ou cacher la colonne en question, ou vous pouvez aussi ici, avec le petit plus, rajouter donc des colonnes que vous voudriez suivre dans cette spreadsheet, donc dans cette feuille de calcul. En sachant que par exemple, pour vous expliquer, moi, comme j'avais donc tout le plan et tout mon roman / fanfic qui était déjà écrit, en fait je me suis pas embêtée à rentrer directement dans la timeline ici chacun des événements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la spreadsheet pour rentrer chacun des éléments. En fait, si on va tout en bas du tableau, vous avez ici new événement, donc nouvel événement. Si vous rentrez quelque chose, vous allez pouvoir du coup rentrer la date de début, la date de fin, combien de temps ça va durer, ça va le calculer automatiquement. De base, par défaut, il le mettra en blanc, donc vous pouvez changer la couleur. Comme vous voyez ici, je peux changer la couleur. Et là, je peux rentrer les personnages qui participent, les personnages qui observent ou qui sont mentionnés, le lieu dans lequel ça se passe et évidemment donc l'arc narratif auquel c'est rattaché. Là, je passe à l'onglet Relationship, donc les relations. Là, de base, en haut, ce sera toujours les personnages. J'ai pas trouvé comment changer cette... c'est quoi? C'est l'axe des abscisses et des ordonnées, je sais jamais. Je crois que c'est... abscisse, il me semble. Et ici, voilà, les colonnes. Les colonnes, ici, on a tous les personnages. Alors, finalement, peut-être que ici, on peut faire ça. Donc, en haut, on peut choisir la colonne des personnages, le groupe de personnages, arc narratif ou les lieux. Par exemple, arc narratif, on voit que l'arc narratif, au début, c'est ceci. Ensuite, ça concerne d'autres arcs narratifs. Enfin, voilà, on peut choisir ce qu'on veut voir et comment on veut voir. Si je mets personnages, évidemment, dans toute la liste des personnages, il y a peut-être des personnages qui sont pas foncièrement intéressants. Là, par exemple, j'avais mis toutes les anciennes victimes. Là, voilà, on peut voir en fait sur chacun des événements qui est participant, qui est observateur. Là, vous voyez le P et le O, c'est entre les participants et les observateurs. Ça peut être intéressant pour voir s'il y a un trou, peut-être parfois, ou s'il y a des personnages qui sont peut-être pas importants ou qui peut-être mériteraient d'être ou enlevés ou fusionnés avec d'autres personnages. Ici, si vous cliquez ici sur les personnages, il y a la barre latérale qui va s'ouvrir. Là, comme je vous avais expliqué, j'ai rentré ici donc les groupes de personnages. J'ai créé quelques groupes de personnages dans lesquels j'ai classé mes personnages. Là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis tout ce qui était les Grimm, les Wesson, les humains, les FBI, tout ce qui concerne les Gévaudan et les victimes. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, vous n'êtes pas obligé de classer comme ça, vous pouvez aussi mettre un groupe personnages principaux, un groupe personnages secondaires, un groupe antagoniste, etc. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez suivre et comment vous voulez classer vos personnages.
Pour les événements, je pense pas qu'on puisse... Il n'y a pas des groupes d'événements, ils sont juste les uns à la suite des autres. Vous pouvez ici les filtrer de manière chronologique ou la manière manuelle. C'est-à-dire que là, vous pouvez peut-être bouger un événement au-dessus de l'autre, voir comment vous voulez les organiser. Vous pouvez les organiser par couleur. J'ai pas de label, donc ça, a priori, ça va pas être trop embêtant. Et par date de début, voilà. Vous pouvez comme ça les organiser comme vous voulez. Vous pouvez mettre des boutons d'accès rapide. Alors ça, j'avoue que j'ai pas forcément utilisé, mais j'imagine que si vous avez vraiment quelques scènes prépondérantes, vous pouvez aller justement les checker directement pour y avoir accès facilement. Donc ici, vous avez aussi les arcs narratifs. Là, j'en ai rajouté quelques-uns. Vous pouvez rajouter les vôtres, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez ici sur le côté le nombre de scènes qui sont rattachées à chaque arc narratif. Vous pouvez changer les couleurs, enfin vraiment faire comme vous le sentez. Toujours pareil, vous pouvez les organiser de la manière qui vous sied. Pareil, là, j'ai pas fait grand chose par rapport aux lieux, hein, j'ai juste rajouté donc les lieux dans lesquels il se passait. Il y a rien de bien compliqué, c'est toujours la même chose. Ici, vous avez donc l'onglet Subway. Alors, vous avez peut-être senti dans le début de la vidéo que je ne savais pas trop à quoi ça allait me servir, pour être honnête. Maintenant, j'ai un petit peu plus de visibilité. Je pense que c'est justement intéressant si vous avez, je sais pas, une petite nouvelle ou un petit roman, ou je sais pas, vous voulez essayer de comprendre comment ça fonctionne, de faire cet exercice comme j'ai fait moi. Vous pouvez prendre n'importe quel fanfic, pas forcément la vôtre, hein, mais peut-être un texte court parce que c'est plus facile à rentrer dedans, parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Mais comme ça, vous pouvez comprendre à quoi chacun des onglets servent. Je pense que c'est plus compréhensible quand on le fait soi-même que quand on prend un truc en fait déjà tout fait directement, comme un des exemples que vous pouvez trouver dans le logiciel. Donc ici, vous pouvez choisir, comme je vous disais, les champs que vous voulez suivre sur le Subway. Donc là, en l'occurrence, ce sont les personnages. J'en ai enlevé quelques-uns. Je pense qu'il les a tous remis. Je vais en enlever quelques-uns parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tous les suivre. On peut garder par exemple les personnages importants. Alors là, en l'occurrence, par exemple, je vais enlever mon personnage qui se passe en 1760 et des brouettes, parce que justement, ça fait que ça repousse toute la partie là en 2014. Là, vous avez tous les personnages qui sont importants, qui du coup montrent à quel moment ils sont reliés à quel autre personnage, dans quelle scène. Voilà, par exemple, ici, vous avez la scène de la première attaque dans l'histoire. Donc, vous savez que vous avez le méchant, vous avez le Vesen qui est impliqué, vous avez la personne qui est impliquée ici. Là, par exemple, vous avez la ligne du héros de l'histoire, donc Nick Burkhardt, qui est le Grimm de l'histoire. Et donc, vous pouvez voir que, par exemple, à certaines scènes, il est rejoint par certains personnages et pas par d'autres, en fait. Et vous pouvez voir, en fait, les nœuds névralgiques de l'histoire. Par exemple, ici, vous pouvez voir que, par exemple, ils sont tous à l'hôpital. Donc, il y a tous les personnages qui vont se rejoindre dans un endroit à un temps donné et ensuite repartir. Et peut-être à la fin, ça va un petit peu dans tous les sens, mais vous pouvez voir par exemple en cochant ou décochant les personnages que vous voulez ne pas voir, par exemple, ça peut peut-être vous aider à essayer de recentrer cette vision-là qui peut parfois être un petit peu chaotique. Mais je pense que ça permet d'avoir une meilleure vision. Il y a des personnages par exemple qu'on ne voit que à certains moments. Par exemple, ici, ce sont des personnages ultra secondaires qui sont uniquement ici et puis après qui disparaissent, quoi. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir, ces personnages-là, ils apparaissent ici, ils sont dans 2 scènes, et ensuite ils sont en grisé, on les voit plus jamais. Ça peut être aussi intéressant de voir, en fait, ce personnage-là était peut-être intéressant, et en fait, ils disparaissent complètement. Pareil pour l'avocat ici, qui apparaît dans une scène, et paf, il disparaît, on le voit plus ensuite. On a un docteur ici, c'est pareil, il apparaît ici, dans cette scène-là, à l'hôpital, et ensuite il disparaît. Ça peut être l'intérêt de suivre pas à pas vos personnages et comment ils interagissent avec les autres personnages dans chacune des scènes. Ensuite, on passe à l'onglet narrative. Là, c'est peut-être ce qui est un petit peu intéressant.
c'est que, comme je vous avais dit, donc narratif, c'est vraiment pour séparer ce qui va apparaître dans votre narration, c'est-à-dire dans votre histoire telle que vous allez la raconter avec la suite des scènes et des chapitres, et vraiment votre timeline pure et dure avec juste l'évolution des événements les uns par rapport aux autres. Vous avez sans doute des événements qui se passent dans votre histoire que vous n'allez pas mettre en lumière dans votre roman ou que vous allez peut-être mentionner ou faire des flashbacks, etc. Donc, il faut vraiment voir ça comme deux choses différentes entre la timeline où vous allez rentrer vos événements de manière, exhaustive, on va dire, et votre l'onglet narratif où là, ça va être vraiment comment vous allez organiser votre roman vraiment à part entière. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai créé autant de dossiers narratifs, donc de chapitres que vous voyez là. Il y en a 10 plus l'épilogue à la fin. Quand vous cliquez ici, vous devez rentrer ici chapitre, puisque à chaque fois, comme je vous avais dit dans le premier, il va aller chercher la première occurrence qui est disponible ici. Donc quand vous allez créer un nouveau dossier narratif, de base, si vous avez rentré, vous avez dans les settings, dans les paramètres, que vous avez le roman, ensuite la partie, ensuite le chapitre, etc. Évidemment, il va prendre la première occurrence, c'est-à-dire le roman. Si vous avez un truc assez simple comme là, j'aurais peut-être dû faire, c'est-à-dire j'aurais dû virer roman et partie parce que je savais que j'avais que des chapitres et que des scènes et un épilogue. Donc j'aurais pu simplifier cette partie-là, mais c'était pour vous montrer le côté hiérarchie de chacune des sections. Donc là, vous avez le chapitre et ensuite dans chacun des chapitres, vous avez en fait la scène qui va traiter de tel ou tel événement qui se trouve dans votre timeline. Donc ça, en fait, c'est très très simple. Vous créez votre chapitre. Ici, vous avez un chapitre. Je peux vous créer en créant ici un chapitre. Voilà, je crée un dossier narratif qui va être un chapitre. Voilà. Et ici, vous voyez, il est vide. Ce que je peux faire, c'est d'aller chercher la table des événements et je prends un événement au hasard et en fait, je le glisse dedans et hop, il va se mettre en scène à l'intérieur directement. Vous savez que c'est la première scène du chapitre 12 puisque ici vous avez noté scène 12.1. Donc ça veut dire que c'est la première scène du chapitre 12. Là, ici, vous savez quel personnage apparaît dans ce chapitre-là. Et vous pouvez ensuite, en fonction, de la hiérarchie, ajouter des enfants et des enfants à cette scène-là, ou carrément, en fait, des scènes qui n'ont rien à voir. Comme vous voyez, en fait, dans chacune des parties, chacun des chapitres que vous voyez là, vous avez tout ce qui se passe ici en 2014 qui va suivre donc la timeline de Grimm, et vous avez ici en bleu à chaque fois, vous avez en fait la partie épistolaire. Chaque chapitre se termine par une scène épistolaire qui traite donc d'un personnage que j'ai inventé qui se passe donc pendant la Bête du Gévaudan. Et c'est pour ça que j'ai mis en bleu pour que ce soit vraiment distinct visuellement des autres scènes. Mais voilà, ça peut vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc après, si vous avez donc des chapitres dans des parties, dans des actes, etc., ça peut être intéressant de voir comment vous organisez ça. Moi, par exemple, ça m'a servi dans la dernière mouture de Versipellis pour voir que j'avais un enchaînement de chapitres, j'ai plusieurs point of view, j'ai plusieurs narrateurs, et en fait je me suis rendu compte que ça faisait longtemps à un moment que j'avais pas reparlé d'un des personnages principaux, et en fait elle disparaît pendant plus d'une dizaine de chapitres et ça fait un petit peu bizarre. Donc là je me dis peut-être que là il manque quelque chose. Là c'est quelque chose dont vous pouvez vous rendre compte en utilisant cet outil-là. Et donc ici dans cet onglet vous avez donc l'onglet Outline, c'est-à-dire que donc c'est le squelette d'écriture si vous voulez de votre roman. Ça va reprendre ce que vous avez mis ici dans narrative, mais sous forme de feuille de calcul. Donc là, vous avez par exemple le chapitre que j'ai appelé Portland. Là, évidemment, vous pouvez renommer les chapitres. Là, j'ai renommé le premier Portland et les autres, je les ai laissés chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Mais ça, vous pouvez en fait changer en double-cliquant et vous pouvez changer. Là, je sais pas, mais on va mettre que ça se passe celui-là. Enfin, c'est à Portland aussi. Hein. J'arrive pas à l'écrire. Voilà. Et comme vous voyez ici, hop, le deuxième chapitre s'appelle aussi Portland. Vous pouvez changer les noms avec ici aussi, tout simplement, double-cliquer et vous pouvez changer les paramètres avec la petite icône. Là, je vais virer le chapitre 12, pareil, vous appuyez sur la petite icône, non même pas, vous appuyez sur le clic droit et vous avez Delete Item. Ça, c'est le chapitre 12 que j'ai rajouté pour vous montrer comment faire. Là, pareil, comme dans la spreadsheet, vous pouvez ici virer des colonnes
parce que peut-être que vous n'avez pas forcément envie de savoir quel participant, surtout que là c'est comme c'est l'outline, vous avez déjà fait tout ça dans le spreadsheet, vous avez sans doute besoin de moins de d'items et de colonnes ici. Peut-être ce qui est intéressant ce serait summary, donc c'est le résumé de ce qui se passe dans votre scène, même si là par exemple j'ai tout expliqué dans le label de la scène. Le label c'est vraiment, c'est le nom en fait de la scène. J'aurais très bien pu mettre un truc un peu plus court ici dans le nom de la scène et faire vraiment le résumé de ce qui se passe dans chaque scène ici dans Summary. Donc comme ça vous avez en fait dans votre outline tous les éléments dont vous avez besoin pour écrire. Les tags, j'en ai pas rajouté, pour être honnête. Ça, les tags, en fait, c'est quand vous allez dans chacune des scènes, vous pouvez rajouter des tags. Je pense que c'est dans les propriétés en bas. Vous pouvez rajouter des tags si vous voulez suivre certaines choses, si vous voulez, ça c'est vraiment à vous de voir, si vous voulez suivre l'attention, si vous voulez suivre, je ne sais pas moi, la romance. Il y a plusieurs façons de suivre certains éléments. Je n'avais pas parlé non plus des dépendances, les parents et les enfants. Ça, je l'avais très légèrement abordé dans la timeline. En fait, ici, vous avez, comme vous voyez, des espèces d'événements qui sont en groupe. C'est-à-dire qu'il y a des événements. Quand vous parentez un événement à un autre, ça veut dire que le deuxième événement ne peut pas arriver si le premier événement n'est pas arrivé. Et ça vous permet, du coup, si vous avez besoin de bouger des packs entiers d'événements parce que vous vous rendez compte que tel événement se passe plutôt peut-être 3 jours après et que cet événement-là avait des répercussions sur d'autres événements, et ça vous permet de bouger tout d'un seul tenant et ça vous permet de pas vous embrouiller avec des événements qui sont censés se passer après, qui du coup sont décorrélés et donc se retrouvent avant votre événement que vous avez bougé. Voilà, ça vous permet justement de faire ça. Et ça, tout simplement, vous avez ici, par exemple, voilà, vous avez une scène qui est principale et par exemple la scène à l'intérieur qui est parentée à la scène principale. Voilà, ça vous permet de faire des blocs qui condensent et qui mettent ensemble plusieurs événements qui se passent à l'intérieur de ces méta-événements. Ça aussi, ils ont assez simplifié les choses, c'était un petit peu plus compliqué avant. Mais voilà, ça vous permet comme ça de mieux voir les choses. Et dans Mind Map, de toute façon, j'en ai pas fait de Mind Map là-dedans, parce que j'en ai pas forcément besoin, mais sachez que vous pouvez faire des cartes mentales aussi, donc dans Ion Timeline. Voilà, j'ai fait un petit tour général de ce que peut vous proposer Ion Timeline. Alors, je trouve que cette dernière mouture est bien plus facile d'accès que les Ion Timeline précédents. Moi, ce que j'aime bien, en fait, vous avez peut-être pu remarquer, j'ai tendance à papillonner d'un logiciel à l'autre, puisque j'utilise Plotter, j'utilise donc Notion pour m'organiser, j'utilise aussi Ion Timeline, j'utilise plusieurs logiciels comme ça, même en fait un carnet en papier, ça m'aide aussi. En fait, souvent quand j'ai des choses qui commencent à être compliquées et confus dans ma tête, ça m'aide de remettre à plat, surtout quand j'ai des choses un peu compliquées comme des sagas ou des choses comme ça, où je suis en train de mettre en place des intrigues un peu plus compliquées. Ça m'aide en fait de passer d'un logiciel à un autre pour pouvoir remettre à plat complètement les choses et ça me permet de mieux voir les problèmes éventuels qu'il y a, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, le fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage principal qui avait complètement zappé et qui avait disparu de ma trame narrative. Là, je me suis dit, merde, il manque quelque chose, ça veut dire qu'il manque des événements, il manque des choses qui lui arrivent et que je pourrais raconter pour développer ce personnage-là. Bon voilà, ça je sais que je l'ai vu justement en passant sur Ion Timeline. Je l'aurais pas forcément vu en fait dans l'état actuel des choses telles qu'ils sont dans mon plotter et dans Notion. Donc voilà, en tout cas moi mon utilisation c'est que plusieurs logiciels m'aident à avoir une vision plus d'ensemble et de pouvoir voir où sont les soucis et où sont les problèmes. Alors ça peut être un peu onéreux parce que chacun des logiciels on les achète hein. Même si comme je vous avais dit, peut-être Ion Timeline c'est intéressant parce que il est en fait vous l'achetez une seule fois et il est à vous. Il y a peut-être juste les mises à jour. Quand vous achetez le logiciel, les mises à jour sont gratuites pour vous pendant 1 an. Vous pouvez ensuite souscrire si vous voulez avoir la dernière version, mais en tout cas une fois que vous l'avez acheté, la version que vous avez achetée, elle est à vous. Ce n'est pas forcément le cas par exemple pour Plotter où là vous avez un abonnement tous les ans qui peut à la fin s'avérer peut-être un peu onéreux. Voilà, vraiment après c'est à chacun de voir comment il s'organise. Je sais que ça va peut-être faire péter un câble aux jardiniers qui peuvent me regarder et qui vont me dire mais c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop de choses là. Peut-être que ça peut être intéressant pour les jardiniers en fait une fois qu'ils ont fait leur premier jet de se mettre dans ou Plotter ou dans Ion Timeline pour justement essayer de remettre un peu d'équerre certaines choses, voir où il y a peut-être des arcs narratifs qui se sont évaporés ou qui sont à consolider.
les personnages qui ont disparu ou personnages secondaires qu'on a besoin peut-être de fusionner ou qui ont besoin de disparaître. Ça peut aider en fait à remettre un petit peu les idées en place. Voilà, ça c'est la fin de ce tuto-là. J'espère que ça vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais voilà, pour un logiciel comme ça, il faut ce qu'il faut. J'espère pouvoir vous faire un petit tuto sur Plotter d'ici peu. C'est un autre logiciel que j'utilise beaucoup et qui s'utilise de manière à la fois similaire et à la fois différente, parce que vous pouvez faire aussi beaucoup de choses comme tout ce qui est correction ou planification plus générale là-dedans. Donc je vous montrerai ça. En attendant, écrivez bien et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!